À cette époque-là, la charrette était utilisée comme le sont de nos jours les piloris. Dans chaque bonne ville, où l'on en compte maintenant de grandes quantités, il n'y en avait alors qu'une seule, et celle-ci, comme les piloris, était commune aux traîtres, aux meurtriers, aux vaincus des duels judiciaires, aux voleurs qui avaient dépouillé autrui en chapardant ou en attaquant sur les grands chemins. Celui qui était pris sur le fait était hissé sur la charrette et promené par toutes les rues de sa ville. Il était déshonoré, et dans toutes les cours, on refusait dès lors de lui prêter attention et de lui faire bon accueil. Bienvenue à vous qui êtes les héritiers d'un grand héritage, la culture occidentale. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques pépites dans cette série consacrée à 10 chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors, la charrette d'infamie dont il a été question sert ici à qualifier l'un des plus illustres chevaliers de la table ronde, Lancelot du Lac, dans un roman de Chrétien de Troyes intitulé justement Lancelot ou le chevalier de la charrette. Alors, rien qu'en annonçant le sujet de notre épisode, il y a beaucoup de choses à expliquer. Chrétien de Troyes d'abord, quel beau nom pour un homme dont on connaît au fond assez peu de choses. On sait qu'il est un clerc, c'est-à-dire un homme instruit, et qu'il exerce son activité littéraire entre 1160 et 1190, donc voilà, la fin du XIIe siècle. Et il travaille à la cour de Marie de Champagne. Marie de Champagne, c'est la fille d'Aliénor d'Aquitaine et du roi de France, Louis VII, et Marie est la femme du comte de Champagne, Henri Ier. Alors en cette fin du XIIe siècle, le royaume de France n'est pas du tout encore centralisé comme il le sera plus tard, et il y a plusieurs cours de grands seigneurs qui sont des hauts lieux de culture. Et c'est le cas de la cour de Marie de Champagne, qui est brillante et qui constitue en fait le principal relais de l'esprit courtois qui s'est développé depuis le début du siècle dans le sud de la France grâce aux troubadours. Et Chrétien de Troyes, lui, fait partie de ces poètes du Nord, ceux qui s'expriment dans le dialecte français qu'on appelle la langue d'Oïl, et il est un trouvère. Et donc, la comtesse Marie de Champagne commande à ce clerc Chrétien de Troyes, à ce trouvère, un roman qui suive les préceptes de la fine amour, c'est-à-dire l'amour parfait selon les codes de la courtoisie. Et ce roman, ce sera Lancelot ou le chevalier de la charrette. Donc après cela, on connaît encore deux autres récits de Chrétien de Troyes, deux autres romans qui racontent des histoires de chevaliers, Yvain ou le chevalier au lion et Perceval ou le comte du Graal. Donc tout cela doit vous dire quelque chose. C'est cet ensemble de romans installe ce qu'on va appeler les romans arthuriens. Et peut-être qu'avant de vous présenter l'intrigue de Lancelot, il est bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur cet univers romanesque qu'on a appelé celui des romans arthuriens, tout simplement parce qu'il se déroulait à l'époque du roi Arthur. Mais alors justement, de quelle époque s'agit-il exactement? Parce que ici, l'histoire et la fiction littéraire sont, on peut dire, délicieusement mêlées. Le roi Arthur, c'est l'un des rois les plus célèbres de la littérature, mais historiquement, on sait assez peu de choses sur lui. On a un texte du IXe siècle qui mentionne un certain Arthur, chef de guerre du VIe siècle, qui aurait combattu les envahisseurs saxons dans ce qui deviendra la Grande-Bretagne. Mais en fait, c'est surtout grâce au génie de quelques écrivains du XIIe siècle que le roi Arthur est devenu le souverain d'un vaste royaume romanesque, lui. Il y a d'abord deux écrivains plutôt historiens qui proposent une généalogie en partie légendaire des rois bretons, et dans laquelle ils racontent surtout les conquêtes du roi Arthur. Mais dans leurs chroniques historiques, ils font mention d'une période de 12 années qui ont été pour le royaume du roi Arthur 12 années de paix. Et en fait, c'est dans ce laps de temps que s'engouffre Chrétien de Troyes pour imaginer les aventures de chevaliers extraordinaires, dont les plus connus sont Gauvin, Yvain, Lancelot, Perceval. Et donc, dans les récits de Chrétien de Troyes, en fait, le roi Arthur devient un personnage secondaire, puisque ce sont des chevaliers nouveaux, venus d'ailleurs, qui occupent le devant de la scène par leur prouesse. Et donc s'ouvre ici un univers romanesque quasiment infini, qui nourrit jusqu'à aujourd'hui une série comme Kaamelott, par exemple. Et puis, Chrétien de Troyes invente aussi une figure, la figure du chevalier errant, donc celui qui est là en quête d'aventure, destiné à éprouver sa valeur, avec différents enjeux qui lui donnent l'occasion de montrer sa valeur. Il s'agit de causes à défendre, de demoiselles à protéger, de coutumes à abolir ou au contraire à rétablir. Mais à chaque fois, ces aventures ne sont pas gratuites. Elles sont soit l'occasion d'une quête de l'amour, soit le plus souvent ou parallèlement d'une découverte de soi. Et puis il y a une autre chose intéressante chez Chrétien de Troyes, c'est qu'il inaugure, bien avant Balzac en fait, le retour des personnages, le fait qu'il y ait des liens entre les romans. Voilà, donc ça c'est pour le cadre un peu général, qui je l'espère, vous fait bien mesurer pourquoi l'on touche ici à l'un des nombreux joyaux de notre héritage littéraire. Il y a vraiment une créativité, une audace qui font qu'on est là, avec Chrétien de Troyes, à la source de l'immense univers romanesque qui irrigue notre littérature jusqu'à aujourd'hui. Alors venons-en maintenant
à cette intrigue du roman. Donc ça commence pendant les fêtes de l'Ascension. Il y a un chevalier étranger qui se présente à la cour du roi Arthur et il s'agit de Méléagant. Méléagant, c'est le fils de Baudemagu. Et Baudemagu, c'est le roi du pays d'où l'on ne revient pas. C'est le royaume de Gore. Et ces royaumes de l'Ogre, celui du roi Arthur, et de Gore, ont déjà eu affaire l'un à l'autre. Il y a de nombreux chevaliers de l'Ogre, donc du roi Arthur, aussi des demoiselles d'honneur du roi Arthur, qui sont retenus prisonniers dans le royaume de Baudemagu. Donc déjà, l'arrivée de Méléagant au milieu des fêtes de la cour d'Arthur crée un certain émoi. Et puis voilà que Méléagant lance un étrange défi, un duel. Et l'enjeu du duel, c'est que si Méléagant perd, il s'engage à rendre au royaume d'Arthur les chevaliers et les demoiselles d'honneur qui étaient jusque-là retenus au royaume de Baudemagu. Mais s'il gagne, il emporte la reine Guenièvre, donc la femme d'Arthur. Et par orgueil, l'un des chevaliers d'Arthur relève le défi. Ce chevalier, c'est le sénéchal Queux, et il engage ce duel, et malheureusement, il est vaincu. Et donc Guenièvre est emportée prisonnière au royaume de Baudemagu. Alors le neveu d'Arthur, Gauvin, et d'autres chevaliers mènent une expédition pour aller délivrer la reine, et assez rapidement au début du livre, ils sont rejoints par un chevalier inconnu qui lui aussi cherche la reine. Et en fait, ce chevalier, on l'apprendra un peu plus tard, c'est Lancelot du Lac. Or, ce Lancelot du Lac, on sait, puisque c'est l'univers romanesque qui est comme ça, que depuis son adoubement, quand il était adolescent, il est tombé fou amoureux de l'épouse de son suzerain, donc de cette reine Guenièvre. Et donc là, il est à sa recherche. Et il a tellement chevauché ce jour-là que son cheval en meurt. Et donc, il est à pied, ce qui est tout à fait étrange pour un chevalier, et il voit passer une charrette conduite par un nain. Et comme vous l'avez entendu en introduction, cette charrette, c'est l'équivalent du pilori. C'est vraiment la manifestation publique du fait que vous êtes un malfaiteur, un traître. C'est le déshonneur suprême. Et comme le nain promet à Lancelot que s'il monte, il le conduira à la reine, Lancelot, après une légère hésitation, bondit sur la charrette. Et en fait, cet opprobre va le suivre tout au long du roman, parce que tous ceux qui le croisent sont en droit de supposer qu'il est déshonoré pour un méfait grave. Mais en fait, c'est là la première des épreuves qui est en fait la plus fondamentale. La question, c'est la suivante. Es-tu prêt à tout pour celle que tu aimes, y compris à la plus grande des humiliations? Voilà, donc ça, c'est à la fois le début et le cœur du roman. Et après, se succèdent de nombreuses et merveilleuses aventures, semées d'embûches, de personnages féeriques, de lits interdits, de ponts dangereux à traverser, de prétendants orgueilleux, d'une demoiselle un peu trop entreprenante, enfin, toutes sortes d'épreuves et d'aventures dans lesquelles à chaque fois Lancelot doit prouver sa vaillance physique, sa valeur au combat, son courage, et aussi prouver la fidélité absolue à l'amour qu'il ressent pour la reine Guenièvre. Donc il s'agit bien véritablement d'une quête initiatique. Lancelot arrive au royaume de Gore, et là il peut enfin affronter Méléagant l'orgueilleux. Et les combats vont être acharnés, à la fois parce que Méléagant est un excellent chevalier, il est vraiment déterminé à ne pas rendre la reine Guenièvre, et ensuite parce qu'il y a des rebondissements dans la relation entre Guenièvre et Lancelot. Cet amour adultère, il est caractéristique de l'amour courtois, mais il est aussi assez peu charnel. Chrétien de Troyes, d'ailleurs, place la seule nuit d'amour entre Lancelot et Guenièvre justement dans l'autre monde, dans le royaume de Gore, et non pas au royaume du roi Arthur. Et donc, on en arrive au terme du roman. Donc, évidemment, Guenièvre est rendue. Et justement, à propos de cet amour, les deux amants, en fait, sont très souvent séparés. Et en fait, du coup, l'amour de Lancelot ne peut s'exprimer que par ses prouesses au combat. Et Guenièvre, elle sait que ses prouesses lui sont secrètement dédiées. Et cette loyauté envers Guenièvre est éprouvée même pour son déshonneur. De même qu'il avait accepté la charrette d'infamie au début pour retrouver plus vite la reine, de même lors du dernier tournoi, elle lui recommande d'agir au plus mal, c'est ce qu'elle lui fait dire, simplement pour vérifier qu'il met sa propre gloire de chevalier en dessous de l'obéissance qu'il lui doit. Donc voilà, on voit bien que ce roman est à la fois un grand roman d'amour et un grand roman de chevalerie. En fait, la quête initiatique qui amène Lancelot à son excellence de chevalier, il l'a fait par amour pour la reine Guenièvre. Donc les deux quêtes sont intimement mêlées, en fait. Et puis, ce qui est remarquable aussi, c'est que Chrétien de Troyes, par ses quelques romans, offre une matière presque inépuisable, faite de personnages, de lieux, de coutumes, de merveilles, de scènes typiques aussi, de motifs, en fait, de manières d'écrire ou de construire un récit qui, en fait, vont nourrir la littérature jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, Lancelot ou le Chevalier de la Charrette est un chef-d'œuvre. Bonne lecture.